révolution qui rendrait périmer l'économie marchande serait une série d'inventions permettant aux hommes, par leur effort individuel et sans avoir besoin de personne, d'obtenir un niveau de vie meilleur que celui auquel ils aspirent maintenant. Le changement que nous vivons ne se rapproche-t-il pas, dans certains endroits du monde, d'une telle situation? Ainsi, la polyvalence augmentée des robots, les robots capables de fabriquer des robots, pourrait induire une augmentation de la performance des écosystèmes locaux à faible intensité capitalistique. Elle peut, en se combinant avec un nouvel habitus socioculturel sur la vertu des circuits courts, par exemple, sortant d'une simple logique de boboisation, conduire à une renaissance du local, à la démondialisation dont parle le philosophe Edgar Morin. Mais en même temps, notre interdépendance écologique au sens large, pas seulement environnementale, mais aussi avec le transhumanisme par exemple, concernant notre maison commune humaine, notre humanité, n'a jamais autant été conscientisée par les peuples. La prise en compte de cette interdépendance demande plus de gouvernance mondiale sur les grands enjeux environnementaux, mais aussi économiques et éthiques. La vitesse, l'ampleur, la nature, selon les couches sociales, des gains de productivité par l'automatisation peut-elle toujours être simplement livrée au marché, sans débat éthique, sans recherche d'équilibre avec les impacts sur la vie des gens? Nous devons nous préparer probablement, après la globalisation, à entrer dans la glocalisation. Apprendre à agir local en pensant global, apprendre à agir global en pensant local. Mais avec une définition très hybridée du local, car la notion même de proximité humaine explose sous les coups des technologies de communication de plus en plus complètes dans leur capacité de simuler, de virtualiser et d'augmenter la communication interpersonnelle. 3 dimensions, hologramme, avatar intelligent. La relation à l'espace et donc au territoire est en train de changer. On peut dire, par l'effondrement du poids de la distance physique dans la constitution des agrégats sociaux, culturels et économiques, que nous sommes à la veille d'un crépuscule des lieux que toutes les formes de gouvernance territoriale doivent prendre en compte afin de se réinventer. Une question se fait alors prééminente. Que voulons-nous devenir en tant qu'humanité? Cette transition fulgurante modifie brutalement la place de l'homme dans les systèmes organisés, l'appelant à être davantage porteur d'une part d'universel dans chacun de ses actes au sein de communautés, de clubs, dirait Nicolas Vaillant, interconnectés. L'homme n'est plus seulement client de serveurs de données et d'informations, il est à la fois source et destinataire de celles-ci. La notion même de société organisée est déplacée. L'exercice de la subjectivité et de l'imaginaire pourrait même être bouleversé et poser également la question du devenir du sujet, venant en même temps révolutionner les cadres d'exercice de la liberté de choix et de conscience. La relation au corps est elle-même bouleversée. La technologie ne se contente plus de prolonger l'homme en augmentant la performance de ses gestes, son bras, sa mémoire, son intelligence logico-mathématique, tout en préservant son intégrité physique et mentale. Elle l'envahit de l'intérieur pour l'augmenter, le connecter. Elle passe d'un statut exogène à un statut endogène. Alors, au cœur d'un tel effondrement des hiérarchies traditionnelles, quel processus va instruire cette question essentielle et urgente? Que voulons-nous devenir en tant qu'humanité? La mise en réseau des hommes dans une immanence salvatrice et vertueuse, ou la nécessaire reconstruction pacifiée et modérée après la désolation de la barbarie et des extrémismes, on en parlait tout à l'heure. L'onde de choc de cette transition franchit toutes les frontières, celles des États comme celles des disciplines scientifiques, celles des territoires comme celles des cultures, venant en même temps transformer tous les systèmes de représentation. Nous entrons dans l'ère de l'inédit, qui nous fait courir le risque d'une cécité collective, tant l'analyse historique a fondé la plupart des sciences humaines. Il va nous falloir apprendre à changer nos catégories de pensée. Il est plus que temps de changer nos outils de navigation dans le temps basés sur des cartes patiemment tracées et actualisées au cours des siècles et censées nous aider à nous diriger, à faire les bons choix.
Il va nous falloir favoriser partout et en tout lieu la naissance de nouveaux espaces de partage, des tiers-lieux neutres, sans jugement et inclusifs des hommes et femmes fragilisés, exclus, mais aussi co-créatrices d'alternatives, de résilience économique. Ils doivent être des lieux d'interpellation, de veille collective, de rencontres improbables, de cofabrication de nouvelles formes sociales, culturelles et économiques. Ils doivent constituer un immense marché, un immense réseau au sens propre, dont la catalaxie réinventerait les institutions mettant à leur tour quelques rives au fleuve des émergences et garantissant le fonctionnement éthique. Ces espaces mis en réseau par Internet au niveau mondial doivent tenter de réduire autant que possible cet angle mort de notre rétroviseur scientifique et permettre à l'humanité de continuer d'avancer dans ce futur de l'inédit et nous donner une chance de prendre le temps de repérer collectivement les invariants, le sens qui nous précède, ceux qui fondent notre humanité, ceux qui fondent l'égalité de dignité dans la solidarité. Ce processus a commencé à avoir lieu dans le cadre de la COP 21, où au-delà des États, les peuples, les entreprises, les villes, les régions, les ONG, les initiatives citoyennes ont débattu, proposé, se sont mobilisés pour commencer à construire l'esquisse d'une conscience planétaire en mouvement. Une délibération inclusive mondiale, locale et globale est plus que jamais nécessaire sur ce que nous voulons faire de l'homme. Il faut capitaliser sur la COP 21, sur les enjeux climatiques, pour étendre cette dynamique à la question plus globale de notre interdépendance, à la préservation non seulement de notre environnement, mais aussi à celle de notre humanité, de l'homme, de chaque homme, dans le respect de ses droits fondamentaux. Je terminerai par cette phrase de Jean Rostand qu'il prononçait en 1956. « La science a fait de nous des dieux avant même que nous méritions d'être des hommes. Nous allons apprendre à changer l'homme avant de savoir ce qu'est l'homme. L'essentiel de l'homme est peut-être plus fragile qu'on ne le croit. » J'ajouterai pour conclure, la transcendance de la nature humaine appelle son indisponibilité à une toute-puissance de l'homme à son égard. Je vous remercie. Merci beaucoup au professeur Giordini pour avoir bien planté le décor de cette transition fulgurante. Nous allons maintenant poursuivre avec M. Vivray, qui est d'ailleurs auteur d'un livre que j'ai lu récemment sur la fraternité. Je ne me trompe pas, hein, M. Vivray. Donc on a le plaisir de vous écouter. Je tiens d'abord à dire que tout ce que je peux dire est en référence à un travail qui résulte de deux réseaux citoyens mondiaux, que sont d'un côté le réseau des dialogues en humanité et d'autre part celui des forums sociaux mondiaux. Je l'exprimerai en référence à ce qui a été dit au cours des interventions précédentes à partir de trois tensions dynamiques. Première tension dynamique, plus nous sommes non seulement dans le pessimisme de l'intelligence, mais même dans la lucidité tragique. Michel Rocard nous en a donné plusieurs éléments d'appréciation dans son intervention liminaire, mais aussi Jacques Toubon. Plus nous avons l'obligation d'être aussi, comme le disaient à la fois Romain Rolland et Antonio Gramsci, dans l'optimisme de la volonté. Les deux vont de pair, puisque nous ne pouvons regarder lucidement les catastrophes qui résultent des logiques d'aveuglement et d'irresponsabilité que si nous sommes capables de construire, comme le proposait Jean-Pierre Dupuis dans Vers un catastrophisme éclairé, un imaginaire post-catastrophique qui non seulement développe à ce moment-là des stratégies de résilience possibles, mais parce que on sort du déni sur la catastrophe, la possibilité de développer des stratégies préventives. Bref, pour reprendre une expression que je trouve très forte de Mathieu Ricard, il est trop tard pour être pessimiste. Ça, c'est le premier point. Et dans cette lignée de narration créative et porteuse d'espoir, on est à la confluence de ce que Mireille et Pierre viennent de nous proposer. Parce que c'est par exemple le récit de l'humanité
devenant acteur positif de sa propre histoire, et notamment mettant en œuvre un processus constituant qui va vers une citoyenneté mondiale, qui n'est plus à ce moment-là un simple horizon idéal, mais qui devient un objectif stratégique, c'est aussi cette narration positive qui va mettre en œuvre des logiques d'acteurs qui vont réunifier le rapport entre le vouloir, qui est par exemple de plus en plus porté par la société civique mondiale, le savoir, qui est de plus en plus porté du côté de la science et des technologies, et le pouvoir qui suppose que du côté des institutions internationales et des systèmes politiques, il y a un changement de posture dans le rapport au pouvoir. C'est-à-dire non pas un pouvoir de domination qui génère de la peur, mais comme le sens grammatical du verbe pouvoir devrait le dire, un pouvoir de création qui démultiplie la coopération. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, plus nous nous tournons vers l'avenir, et Pierre vient de nous y aider de nouveau avec force, avec l'approche de la transition fulgurante, plus nous avons besoin de faire retour sur la mémoire longue. Plus nous parlons des mutations technologiques présentes et contemporaines et à venir, et plus nous avons besoin de travailler sur ce que j'appelle, à côté des NTIC ou des NBIC, les TNTS. Les TNTS, ce sont les toujours neuves technologies de sagesse. Ce qui fait que la seule chose que nous savons avec une nouvelle technologie, c'est que dans quelques années, elle sera obsolète. Mais si dans 1000 ans ou 2000 ans, il y a encore une humanité, il est probable qu'elle continuera à se nourrir de Bouddha, d'Épicure, de Jésus, de Socrate, etc. Pourquoi ? Parce que ce sont des paroles de vie qui parlent à la nappe phréatique de la condition humaine, c'est-à-dire le rapport à la vie, à la mort, au sens, à l'amour, etc. Et donc la grande affaire, c'est d'inscrire effectivement les mutations technologiques dans une capacité de mémoire et de sagesse qui refondent un élément clé qui s'appelle le discernement. Plus nous allons vers des mutations importantes et plus nous avons besoin d'une capacité de travail éthique, délibératif, évaluatif, qui va nous permettre de dire que faisons-nous des cellules souches, que faisons-nous du data, que faisons-nous de l'ensemble des éléments dont Pierre vient de nous parler, parce que nous ne pouvons nous permettre ni d'être dans un rejet technophobe, ni non plus dans une fascination technophile. Et ça, c'est la confluence de la question éthique, de la question du discernement et de la question démocratique. Mais d'une démocratie qui est elle-même dans une mutation qualitative. Ce n'est pas la démocratie comme loi du nombre qui, une fois qu'elle a une majorité suffisante, passe en force. C'est une démocratie qui est capable, y compris, d'aller par exemple entendre des minorités telles que des lanceurs d'alerte, parce que qualitativement, ils vont l'alerter sur des risques ou sur des opportunités que la majorité éventuelle de la collectivité n'aurait pas vu. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est que plus nous sommes confrontés soit à la limitation du système des États-nations, et Michel en a à nouveau parlé avec force dans son intervention liminaire, soit au fait que les deux pouvoirs transnationaux de fait actuellement existants sont des pouvoirs éminemment dangereux pour le devenir de l'humanité. Je veux parler d'un côté de l'oligarchie financière et de l'autre côté de l'économie du crime, qui sont de fait les deux acteurs transnationaux qui exercent une gouvernance mondiale de fait, mais une gouvernance extraordinairement dangereuse, et de la porosité qui existe entre l'oligarchie financière et l'économie du crime à travers les paradis fiscaux. Plus nous sommes dans la lucidité tragique sur la réalité, soit de ces pouvoirs de fait, soit sur l'insuffisance du pouvoir de droit qui est celui des États-nations, et plus nous avons l'obligation de repérer les acteurs positifs qui prennent en charge pleinement la question mondiale,
pour parler comme Édouard Glissant, c'est-à-dire qui ne confond pas la mondialité avec la mondialisation qui pour le moment n'est que le cachex de la simple globalisation financière, qui prend pleinement en charge la question des biens communs de l'humanité dont Mireille nous a parlé notamment avec le climat, mais qui considère aussi que la grande question c'est de savoir si l'humanité est pour elle-même un bien commun. C'est-à-dire la question par excellence des traditions de sagesse et des traditions spirituelles, qui est est-ce que l'humanité est une espèce qui apprend un peu mieux à s'aimer? C'est-à-dire la possibilité de passer de l'hominisation à l'humanisation, pour évoquer un terme cher à Edgar Morin, suppose que l'humanité monte non seulement en qualité d'intelligence mentale, c'est tout ce que Pierre nous a raconté, c'est ce que déjà Teilhard de Chardin avait anticipé à travers le concept noosphère, c'est-à-dire que l'humanité devient de fait un réseau pensant, mais elle ne peut réussir ce réseau pensant que pour autant qu'elle apprend à être aussi un réseau confiant. Donc c'est la question du rapport entre l'intelligence sensible et l'intelligence mentale. C'est toutes les questions que Mireille a évoquées à la fin de son intervention à travers l'enjeu de ce que nous apprennent les neurosciences. C'est la reprise du fameux « science sans conscience n'est que ruine de l'homme ». Donc si on rassemble ces différents éléments, on voit bien qu'il y a aujourd'hui une alliance civique mondiale qui est en gestation, et c'est par rapport à cette alliance civique mondiale qu'il me semble qu'il est important de réunifier nos efforts, tant du côté du vouloir que du côté du savoir, que du côté de cette nouvelle approche du pouvoir. Cette alliance, elle se concrétise à travers ce que lors de la COP 21, des réseaux citoyens du monde entier, lors de ce qu'on a appelé le serment de Paris, ont appelé la société civique mondiale, c'est-à-dire c'est l'alliance de la partie de la société civile qui ne se contente pas d'être dans la fragmentation de questions certes légitimes mais éclatées, qui prend pleinement au sérieux la question globale de la destinée de l'humanité. Cette société civile-là, elle rentre en alliance avec la partie des institutions politiques qui sont prêtes à changer leur rapport au pouvoir, la partie des acteurs entrepreneuriaux qui sont prêts à changer leur rapport à la responsabilité sociale et sociétale sur le plan économique, la partie des médias qui sont prêts à résister à la dictature de la communication pour réinventer de véritables métiers de l'information. Et c'est cette alliance-là qui est, à mon avis, de nature à construire une stratégie qui à la fois porte le récit positif de l'imaginaire créatif de cette citoyenneté du peuple de la Terre, mais qui aussi va l'enraciner dans les interventions locales, ce que Pierre appelle la question de la glocalisation. Eh bien, si on rassemble ces trois tensions dynamiques, eh bien, il me semble à ce moment-là qu'on peut être à la fois pleinement dans la qualité de lucidité à laquelle nous a convié Michel Rocard tout à l'heure et dans la qualité d'espérance à laquelle nous invite Mireille Delmas-Marty. Merci. Merci, Monsieur Vivray. Eh bien, pour terminer le tour de table, passez maintenant la parole à Bernard Millet. Bien, je veux dire que vous allez passer des experts scientifiques, philosophes, intellectuels, quelqu'un qui est plus terre à terre, un diplomate, comme vous avez l'habitude d'en trouver plus régulièrement dans cette enceinte à Genève, et qui, je dirais qu'au-delà des problématiques fondamentales qui sont évoquées sur ce que va être la société demain en fonction de l'évolution de l'économie numérique et sur toutes les conséquences que ça va avoir sur les comportements, sur les institutions, sur la fabrication des normes, comment, pour revenir au discours de Michael Muller, on peut envisager demain un monde, des structures, des formes de coopération qui puissent permettre de s'en sortir. Alors, je vois bien, je veux dire que pour nous, au-delà de tout ce qui va se traduire par la modification de l'emploi
et tout ce que ça peut supposer en termes de dérèglements sociaux, le cas échéant de modification des méthodes de travail, de changement des rapports de force au sein de chaque société et entre les pays. On est là confronté à des défis majeurs qui sont de même nature, parce qu'ils ne sont pas proprement nationaux que ceux qu'on envisageait sur le climat, sur les migrations, sur le terrorisme. Je veux dire que la manière dont l'économie va se structurer va avoir un impact dans tous les pays. Et on voit bien que dans ce genre de situation, c'est ce qu'on a maintenant de plus en plus. Ni les États, ni les organisations internationales ne sont en mesure de répondre à ce type de situation, et que le fait que l'ensemble de la population ressent cette impuissance, cette incapacité à résoudre le problème, on est dans une situation qui est totalement paradoxale. C'est-à-dire que situation paradoxale, c'est que l'informatique, le numérique, le digital, les réseaux sociaux font que les frontières, l'espace et le temps n'ont jamais été aussi étroits pour la population, que chacun a la capacité d'apprendre, d'être informé, de faire passer des messages sur l'ensemble de la planète. Donc on pourrait se dire, il y a des aspects positifs, et on les a vécus, les aspects positifs, c'est ceux de la COP21. C'est-à-dire qu'une communauté de pensée, une société civique, à la manière dont Patrick Vivray est intervenu, se crée par la prise en conscience de problèmes mondiaux qui exigent de faire pression sur les politiques, de faire avancer. Dans le même temps, ces réseaux sociaux, et on le voit partout, du fait de ce sentiment d'impuissance et de relais en termes de structure, de normes et de valeurs qui sont, se traduit par de plus en plus de replis identitaires, de tribalisation, de regroupement sur des communautés qui sont le contraire, je veux dire, que de cette logique de mondialisation, puisque c'est une mondialisation en fait qui se réduit à un point d'intérêt particulier, à des approches très sélectives. Tu évoquais la notion de vérité absolue qui ne peuvent être compensées que par d'autres vérités absolues. C'est plus la recherche ou le travail sur le consensus, c'est l'exclusion par l'adhésion à une seule communauté. Donc la communauté internationale est confrontée avec ça. Et elle a, c'est un peu mon dada, au fil des 30 dernières années, contribué avec ça. On a vécu avec des médias de masse, je veux dire qu'on l'a vu dans toutes les situations, qui ont donné l'illusion dans l'après-guerre, et ça a même été d'ailleurs une vision très forte de l'administration américaine, qu'à partir des médias, on allait homogénéiser la pensée, on allait homogénéiser les valeurs, on allait homogénéiser les modes de vie, et ça a commencé à fonctionner. Je veux dire qu'on l'a vu dans le domaine de l'information, CNN a régné en maître pendant une ou deux décennies. Le cinéma américain se développe partout, et on pensait que les modes de pensée, les modes de vie américains étaient ceux qui étaient en train de se passer. Et tout ce système, d'ailleurs, s'est traduit jusqu'au tournant des années 80 par un degré d'influence majeur, parfois positif sur le plan de la pensée, des libertés, de valeurs de ce type, mais également de manipulation. Je veux dire que l'ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies que je suis avait toujours intérêt à lire la presse américaine ou écouter CNN pour savoir ce que pensait le gouvernement américain et comment il fallait influencer les décisions au sein du Conseil de sécurité. Je veux dire que le summum ayant été la manipulation invraisemblable sur les armes de destruction massive. Ben, ce n'est pas le seul cas.
Je veux dire qu'il y a eu une influence très forte en la matière, dire qu'avec cet aspect positif de dire on véhicule des valeurs qui paraissent universelles, dans le même temps on défend des intérêts volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, qui se faisaient jour. Donc ça c'est un élément. Le deuxième aspect sur lequel on en paye le prix aujourd'hui, c'est qu'on est arrivé à faire passer, je veux dire que d'autres éléments sont intervenus, à faire que la formule de Mme Thatcher, Tina, there is no alternative en matière économique et de doctrine et de théorie économique, est devenue le seul mot, la seule approche politiquement correcte. Plus personne n'est allé à l'encontre, et à partir des années 70, on a détruit tout le système d'organisation, de réflexion, de codification, de normalisation dans le domaine économique et financier, puisque la seule règle du jeu, le seul horizon, la seule approche possible, objectif possible, c'était no state, no regulation. Donc on a délibérément cassé tous les mécanismes qui tendaient dans ces secteurs-là à viser à des formes de régulation ou d'organisation, de coordination et de coopération. On est passé de ce système aujourd'hui aux réseaux sociaux. Donc j'y reviens, des réseaux qui à la fois permettent la circulation de l'information, sont de nature justement par la désintermédiation à éviter d'être soumis au rouleau compresseur d'une pensée qui peut être diffusée, mais en même temps où on a une difficulté énorme à penser les problèmes mondiaux en termes universels et tendance à se retribaliser pour les penser, alors en termes locaux parfois d'un côté positif, mais aussi en termes très segmentés par rapport à ses propres intérêts catégorielle ou à ses inclinations personnelles. Donc, comment restructurer une organisation internationale en ce sens, c'est tout le défi auquel on est. Et on y revient. L'exemple de la COP21, c'est clair, a apporté un certain nombre de solutions en conjuguant les trois éléments qui aujourd'hui sont des forces majeures pour faire évoluer les choses et qui correspondent à ce que Mireille nous disait sur la conjugaison de l'avoir, c'est-à-dire que les citoyens, la société civile ou civique s'emparent de problèmes globaux de manière à avoir des approches, un consensus et la conviction qu'il faut aller dans un sens. La notion de savoir, là où les experts et Michel Jarraud, qui a suivi le GIEC et l'OMM en particulier, en savent quelque chose, qui apporte ce supplément de conviction, d'information, de conscience de ce que sont les problèmes pour faire pression sur les politiques. Donc comment on fait entre les experts, mais une société... Alors les experts, c'est sans doute, même s'il y a des difficultés, l'un des points sur lesquels on va plus trouver par l'habitude de travailler ensemble, sans doute la logique de coopération, le respect de l'autre, l'envie d'avancer et de progresser, le plus de consensus. Au sein de la société civile, on voit bien aujourd'hui sur la COP21 et le climat, on est arrivé à créer un consensus. Nous sommes dans des sociétés et avec Internet où on est en train de créer de l'exclusion, de la segmentation, de la fragmentation, du repli identitaire, du refus de l'universel sur des questions aussi fortes, on les vit en ce moment, que sont les migrations, que sont les réfugiés, que sont le phénomène religieux, les fondamentalismes ou autres. Donc il y a sur ces questions de la création de consensus société civile par l'utilisation des réseaux, des défis qui sont importants. Comment recréer ces communautés qu'on a pu avoir dans le domaine de l'environnement sur d'autres questions qui sont tout aussi fondamentales. Et le troisième aspect, c'est les États. Là, on se trouve, alors dans chacun des pays, on voit bien aujourd'hui que tout le monde se pose des questions sur le fonctionnement de la démocratie.
C'est-à-dire que, y compris dans ce pays avec l'utilisation du référendum, quelles sont les meilleures formes d'organisation, de respect, etc. Puisqu'on voit dans tous les autres pays le sentiment qui est de se dire il faut changer les choses parce que les élites décident à notre place et qu'il faut renverser l'ordre des choses. Je ne suis pas sûr que ce soit effectivement le cas. C'est plus le fait que dans une démocratie où aujourd'hui l'élu a besoin de se représenter tous les 4 ans devant ses électeurs, qu'il a tendance soit à ne pas prendre de décision, soit à trop suivre ce qu'est le mouvement le plus populiste au sens du terme, pour éviter de prendre des décisions ou des mesures courageuses. Donc les États sont dans cette même situation que ce qu'on peut retrouver au niveau des électeurs au niveau national. Comment on fait pour recréer une situation dans laquelle on prend en compte, je veux dire, que les problèmes du long terme, plutôt que seuls ceux du court terme, les problèmes du court terme qui sont dictés à la fois par la logique des médias, mais également par la logique politique qui fait que la réélection est l'un des éléments fondamentaux dans les choix qui se portent aujourd'hui. Donc il faut, au niveau international, recréer. Alors, on voit bien quelles valeurs, quelles normes, quelle structure et quel mode de discussion dans lesquels on se trouve. On a quelque part dans beaucoup de secteurs détruit la capacité, sauf dans les secteurs vraiment techniques. C'est-à-dire que les seules choses qui surnagent encore aujourd'hui, c'est les vieilles organisations. Michel Jarraud me rappelait que la première organisation, c'est celle de la météorologie qui a été créée en 1873, si je ne m'abuse. Donc on voit que celle-ci, non seulement perdure, mais que leur justification, leur raison d'être, leur fonctionnement restent tout à fait structurés et réels. Les autres qui n'ont pas cette capacité de rassembler sur des objectifs précis, scientifiquement connus, avec un intérêt majeur à avoir des échanges. C'est la même chose pour les télécommunications, c'est la même chose pour les services postaux, c'est la même chose pour l'OMS et les épidémies. On voit bien que là, il y a une nécessité absolue, mais sur les questions d'organisation plus globale de la société, que ce soit dans le domaine économique et dans le domaine politique, il faut essayer. C'est plus complexe, c'est plus difficile de retrouver la capacité de rassembler, de convaincre, de mobiliser l'ensemble des partenaires autour d'une même logique. C'est le défi auquel on est confronté. Moi, je regrette que dans le domaine économique, on le voit bien, le secteur ait été déserté, que plus aucune organisation n'ait la maîtrise, même plus sur le commerce international. Je veux dire que c'est le jour où on a consacré le GATT en Organisation mondiale du commerce en 1994 qu'il n'a plus été possible d'avoir le moindre accord, ce qui est quand même paradoxal et symptomatique. Dans le domaine financier, le Fonds monétaire international n'a jamais rien fait d'autre, non pas de réguler le système monétaire ou financier, mais simplement d'imposer des obligations aux seuls pays du Sud en termes d'ajustement structurel sur des règles qui étaient imposées par les pays du Nord. Allez trouver une organisation qui aujourd'hui traite du problème majeur de ce que sont les entreprises transnationales. Je veux dire que les problèmes de concurrence aujourd'hui, où on n'a jamais autant parlé de concurrence, dans tous les pays, c'est simplement pour aboutir à une situation où vous avez de moins en moins d'entreprises de dimension nationale, de plus en plus de sociétés de dimension transnationale, en nombre qui se réduisent de plus en plus. C'est le domaine du numérique est le plus caricatural, avec des monopoles qui se sont créés en très peu de temps. Donc on est dans une logique où on parle de concurrence au jour le jour, où il y en a de moins en moins, où il y a des sociétés transnationales qui sont structurées et qui échappent à tout contrôle. Je veux dire qu'elles sont dans un domaine de mondialisation où il n'y a plus de possibilité de contrôle, ni international, ni national. Donc comment
recréer un monde dans lequel on puisse rebâtir. Ce qu'on disait, ça n'existait pas. Ça a toujours existé. La notion de coordination a toujours existé, mais elle a été vidée de son sens. Il y a eu des erreurs bureaucratiques au sein des Nations Unies à l'origine. Au-delà des institutions spécialisées ou des organes subsidiaires, on avait tout de suite pensé à globalisation, mondialisation, en créant un ECOSOC. L'ECOSOC était le lieu où on devait assurer la coordination des diverses activités du système et des États. Je veux dire que ça a été en très peu de temps vidé de toute substance et c'est un organe qui n'a véritablement fonctionné. Il a été ensuite, sur le plan conceptuel des valeurs de la pensée, suppléé par la CNUSED, où il y a eu une volonté d'avoir une approche théorique qui était un petit peu différente, qui sortait des sentiers battus. Elle a été délibérément, elle aussi, démantelée, désintégrée à partir du début des années 80 pour avoir qu'une seule pensée unique qui, aujourd'hui, se traduit par des crises à répétition, une incapacité à réguler ce secteur et l'exigence par les pays soit d'essayer de se structurer à un plan régional pour essayer d'échapper aux problèmes, soit de passer des accords bilatéraux puisqu'il n'est plus possible d'avoir des accords multilatéraux. Donc on ne peut pas, je veux dire, que sur ces aspects-là, ne pas tenir compte de cette réalité. Et c'est vrai que tous les changements numériques qui arrivent aujourd'hui sont des changements qui bousculent tout le fonctionnement des États, des structures, des citoyens, des entreprises, sans remettre au centre une logique et un organe qui puisse penser de manière collective, où chacun puisse s'exprimer, qui soit inclusive et qui ne donne pas le sens, parce que c'est un petit peu, on est aussi dans un autre pays, je suis dans un pays où on a le World Economic Forum qui fait des choses intelligentes, mais c'est quand même extraordinaire que ce soit le lieu de rencontre des seules élites, hein, grands politiques et grandes multinationales, qui, après avoir prôné et poussé dans toute cette logique qui était dérégulation, libéralisation à outrance, vient depuis 2 ans nous expliquer que les risques majeurs de la planète sont aujourd'hui au-delà du climat, ceux qui relèvent d'un accroissement inconnu jusqu'à la fin du 19e siècle des inégalités dans chacun des pays. C'est quand même assez courageux et on ne peut pas espérer que l'ensemble des populations puissent imaginer que le problème du dépassement des inégalités puisse être traité uniquement dans un club de patrons de multinationales et de quelques ministres des pays dans une station aussi prestigieuse et agréable soit-elle. Donc là aussi, je veux dire que les élites sont contestées dans chacun de nos pays. Si on ne trouve pas au niveau international une légitimité, une crédibilité qui soit assurée pour les populations, on n'y arrivera pas. On va passer la parole à la salle. En tous les cas, c'est fascinant de voir un rapprochement entre le sujet du climat et le sujet de Pierre sur les nouvelles technologies. Je pense surtout au fait que sur les questions du climat, une contestation incroyable existait encore il y a 2 ans, 3 ans, façon Allègre en France ou même surprenant Henri Atlan, le grand théoricien de la complexité, qui disait qu'en fait il n'y a aucun problème de climat et que c'est progressivement, on est arrivé là où il n'y a plus aucune contestation, malgré les données scientifiques, malgré GIEC, malgré toutes les discussions qui étaient profondément argumentées, il restait une certaine résistance à la thème. Et aussi, aujourd'hui, là, depuis 2 ans, le sujet de révolution digitale, il vient sur le tapis, il y a encore des résistances, encore des discussions, mais progressivement, on a vu aujourd'hui, ça rentre dans le centre de nos préoccupations, ce qui m'amène
à une réflexion dans un petit texte d'Edgar Morin d'il y a quelques années qui disait que le grand problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses que nous savons, mais qui ne rentrent pas dans nos consciences. À savoir qu'il y a un processus de compréhension de ce qui est la problématique. Ce qui est signifiant, c'est que, je pense que c'est Jacques Toubon, il a parlé du fait qu'on cherche des solutions après une crise éclatée, ou Michel Jarreau plutôt, je pense, et que devant des crises qui sont tellement menaçantes, on est amené maintenant de réagir avant, ce qui est très rare. Hein. C'est le sujet, je pense, global de la réunion aujourd'hui, des réflexions d'aujourd'hui. S'il y a des questions dans la salle, on peut continuer encore quelques dizaines de minutes. Oui, monsieur. Et bonjour, Daniel Vermus, journaliste basé ici au Palais des Nations. J'aimerais revenir sur cette idée d'alliance civique mondiale et voir comment est-ce que vous pourriez élaborer, notamment vous, monsieur Vivray, comment concrètement faire prendre corps ce lieu où des gens de la société civile rencontrent des acteurs conscients de ces problèmes du monde économique et du monde politique et scientifique, par exemple des pétroliers soucieux du climat ou des multinationales ayant une conscience, une responsabilité sociale, etc. Comment cette alliance un peu nouvelle peut prendre forme et se structurer? Mais, déjà, il faut observer qu'elle commence à se construire. Et donc, ce n'est pas simplement la question du comment, c'est la question du changement de regard pour repérer comment les choses avancent. Je donne trois exemples. Avant la COP21, vous avez le sommet mondial des territoires pour le climat qui se tient à Lyon en juillet de 2015 et qui rassemble les villes, les collectivités territoriales, les entreprises, les organisations non gouvernementales. Quelques jours après, vous avez les dialogues en humanité, où là, il y a une rencontre où aussi bien des entrepreneurs que des intellectuels, que des citoyens se retrouvent sur la même question. Quelques semaines plus tard, milieu juillet, vous avez le sommet des consciences, organisé notamment à l'initiative de Nicolas Hulot, où pour la première fois, vous voyez des acteurs de toutes les traditions de sagesse, de toutes les traditions spirituelles, de toutes les traditions religieuses, qui se trouvent rassemblés sur la question du climat. Donc ces trois éléments qui se passent en l'espace de quelques mois sont à chaque fois des novations très importantes par rapport à des acteurs qui jusqu'à maintenant étaient soit les États-nations, soit des acteurs complètement segmentés dans leur coin. Donc il faut déjà partir de ce terreau-là pour dire, eh bien, on va faire un pas supplémentaire. Et le pas supplémentaire, c'est effectivement ce que j'appelle la société civique, et pas simplement civile mondiale, qui rassemble ces différents acteurs et qui se donne une perspective stratégique qui correspond exactement à ce que Mireille Delmas-Marty a évoqué, c'est-à-dire de dire, eh bien, les grands textes des Nations Unies, à commencer par la Déclaration universelle des droits humains, on ne va plus les considérer comme un idéal, comme le préambule le suggère, on va les considérer comme des objectifs stratégiques et comme le socle même juridique sur lequel doit se constituer cette citoyenneté mondiale. On dit toujours il n'y a pas de citoyen s'il n'y a pas de peuple. Eh bien, la réponse du serment de Paris, c'est de dire il y a un peuple qui est un peuple de la terre. Il y a un seul peuple de la terre, certes composé d'une pluralité de peuples, mais il y a un seul peuple de la terre sur une seule terre, pour la raison qui était évoquée précédemment, à savoir qu'il n'y a pas non plus de planète B. Et ce processus constituant qui naît quand des éléments de nécessité et de légitimité
précèdent des éléments de l'égalité. C'est aussi pour ça qu'on a pris référence sur le serment du jeu de paume avec le serment de Paris, pour dire, eh bien, nous allons anticiper des éléments de cette nature. Et à ce moment-là, il y a un certain nombre de problèmes qui changent dans la façon de les poser. Par exemple, vu du point de vue d'une citoyenneté mondiale, on ne peut pas traiter le problème en termes de réfugiés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes compliqués d'organisation, mais que nos sociétés connaissent bien. Par exemple, la société française, elle a été capable d'absorber des millions de rapatriés à un moment donné. La société américaine, elle a accueilli beaucoup plus de millions d'immigrés que les problèmes qui se posent actuellement. Donc ça veut dire, ok, il y a des problèmes d'organisation, il y a des problèmes d'accueil, il y a des problèmes d'organisation des territoires, etc. Mais ce n'est pas avec des réfugiés, c'est avec d'autres citoyens du peuple de la Terre. Et donc, l'article 13 de la Déclaration universelle des droits humains, qui stipule que tout être humain a le droit de circuler et de quitter son pays ou de revenir dans son pays, eh bien on dit, voilà, nous allons créer des conditions telles que cet article 13, nous prenons les moyens de l'appliquer. Et y compris, nous considérons comme illégitimes des dispositions législatives prises par des États-nations qui sont contraires à ces droits fondamentaux. Voilà ce que ce type d'approche d'alliance civique peut produire comme effet. Oui, je veux juste ajouter en complément, excusez-moi assez brièvement, notre responsabilité aussi, c'est le regard que l'on porte. Je pensais quand Bernard parlait tout à l'heure de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir, et je suppose que c'est la même chose chez vous, partout naissent des communautés de résilience économique, des initiatives très inclusives de gens qui veulent construire des nouvelles façons de prendre leur destin en main, etc. Il y en a partout aujourd'hui. Simplement, on ne les voit pas, on ne les regarde pas. Et contrairement à ce qu'on pourrait dire, moi, ce qui me frappe pour aller dans beaucoup d'entreprises, et notamment de grosses entreprises, je ne citerai pas un grand distributeur mondial, etc., la prise de conscience dans les entreprises du fait que de toute façon, le chaos intégral, c'est la mort pour eux aussi. C'est-à-dire qu'une entreprise installée en France, même multinationale, ne construira pas sa croissance sur un pays qui aurait 12 millions de chômeurs et 8 millions d'actifs. Et cette prise de conscience, elle est beaucoup plus forte qu'on ne veut bien le dire. Et vous commencez à avoir des initiatives d'entreprises importantes, alors on dit oui, c'est du greenwashing, etc., qui prennent des vraies initiatives, y compris d'ailleurs dans des logiques économiques, parce qu'ils prennent conscience que de toute façon, cette fragmentation de la société en deux les conduit eux-mêmes à leur perte. Et je peux citer quelques entreprises. Quand McCain travaille sur ses pommes de terre et ses soupes à 40 centimes, quand une grande entreprise de distribution décide de construire sur ses friches de grands magasins des maisons en imprimante 3D à moins de 90 € de loyer mensuel pour permettre l'accès à l'habitat de populations particulièrement fragilisées, etc., c'est pas seulement parce qu'ils veulent rentrer dans une forme de compassion, c'est parce qu'ils se disent maintenant il faut que l'on fasse quelque chose. Donc la désasymétrisation que l'on critique parce que ça met hors jeu les grands pouvoirs organisés, etc., ce qui est vrai, d'un autre côté, peut être une bonne nouvelle si on accepte de regarder que partout des gens décident de prendre leur destin en main, de s'organiser en communauté et de ne plus attendre que l'intermédiaire, au fond, prenne l'initiative, décide de prendre l'initiative. Le problème, c'est que tout ça, il faut qu'on apprenne à le regarder positivement et non pas à le regarder comme une menace, et qu'on les aide à se mettre en réseau, c'est-à-dire à se parler, à échanger ce qu'ils font, etc., à les mettre dans ce réseau presque mondial. Puis la dernière chose, c'est ce qui me frappe, c'est que souvent quand je discute avec eux, ils sont souvent sur des consciences globales. Ils ne sont pas seulement dans « on va régler le problème ici très local », c'est souvent en interaction avec la conscience globale des enjeux qui peuvent être environnementaux ou autres. Donc il faut probablement qu'on change notre regard aussi, parce que voilà, on a un deuil à conduire et le deuil ne se conduit qu'avec l'espérance. Et le deuil qu'on a à conduire, il est simple. On a cru, moi j'aime beaucoup ce que dit Hubert Védrine là-dessus d'ailleurs, quand il dit au fond, on a cru que les 40 glorieuses allaient se traduire en un siècle glorieux
et que c'était la fin de l'histoire, eh ben non, voilà. Et d'ailleurs, les 40 Glorieuses ont été une parenthèse temporelle et probablement aussi une parenthèse géographique, parce que tout le monde ne les a pas vues. Bon, il y a un deuil à conduire, c'est le premier deuil. Puis le deuxième deuil à conduire, évidemment, c'est l'épuisement des ressources, et donc la nécessité de penser autrement la relation au bonheur, enfin on en parlait tout à l'heure. Donc tous ces deuils sont à conduire, et là l'espérance, on le sait très bien, et c'est pas moi qui vais dire le contraire, l'espérance ne déçoit pas, et donc voilà, l'espérance est au cœur de toutes ces questions. Juste pour, avant de donner la parole à Patrick, pour votre question d'indiquer, il y a un film là, qui est sorti en France au mois de décembre, qui s'approche d'1 million de spectateurs. Ah ça y est, ils viennent de passer le million. Ils viennent de passer le million. Financé en crowdfunding. Et il y a un autre film derrière qui est encore plus radical, plus intéressant, plus fort, qui est celui de Naomi Klein et son mari cinéaste. Il est passé où, en salle ou... Au Festival international du film sur les droits humains. Une projection. Ouais. Ouais. Il y a eu tout un débat. Vous l'avez vu? Oui. Ouais. Patrick? Oui, Patrick Ebrard, je suis cardiologue et j'ai fait l'humanitaire pendant 40 ans. Quelques commentaires. Ah. Merci. Ah ben, je vais me mettre là. Voilà, pardon de ce délai. Donc je suis humanitaire et acteur et j'ai constaté l'évolution des choses pendant 40 ans. Par ailleurs, je suis cardiologue, donc je ne peux être que pessimiste, en gros, mais très optimiste. Si on voit l'évolution de la vie, de la durée de vie, de la qualité de vie dans certains pays, etc., si l'on voit l'évolution de l'Afrique, même si ce n'est pas parfait, même s'il y a des catastrophes, même s'il y a le Rwanda, les choses ont beaucoup évolué. Et je pense que c'est vrai que c'est la société civile, ou civique comme vous voulez, qui a fait aussi évoluer les choses, mais depuis très longtemps. Les premiers signes de cette société civique, c'est avec Michel Rocard, vers l'accès aux victimes, les résolutions des Nations Unies en 1988. Ça a évolué vers le devoir de responsabilité contre les génocides, les crimes de guerre, contre l'humanité. Ici, à Genève, on ne peut pas passer sous silence cette évolution. On connaît ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, de l'atermoiement, des difficultés, etc. Tout ceci se met en place. Alors, ce n'est pas parfait, et quand on regarde la Libye, la Syrie aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas parfait. On aimerait que ça aille plus vite. C'est une question de temps. Il faut du temps. Mais regardez toutes ces ONG, mais il y en a des centaines. Alors comment il faut qu'elles se fédèrent? C'est à elles de le décider. Est-ce qu'elles le font bien? Peut-être pas. Il y a des moyens interactifs fantastiques, donc elles savent tout, etc. Et ce sont des vrais pouvoirs de pression. Alors si on revient dans le passé, vous savez, la loi Veil, elle était aussi la pression de la société civile sur le politique. Et puis aujourd'hui, vous avez entre les ONG et les Nations Unies un gros problème. Dans quelques semaines va se tenir à New York l'UNGAS, c'est l'Assemblée générale des Nations Unies, sur les drogues. Or, les drogues, vous savez que les drogues, c'est tout, c'est-à-dire l'environnement, la santé publique, la politique, le crime organisé, etc. Eh bien, un certain nombre d'ONG savent que la politique est nulle. Ça n'a pas marché. Les drogues sont de plus en plus utilisées, les victimes de plus en plus nombreuses et les États de plus en plus restrictifs. Et elles ont quelques solutions. Et d'ailleurs, elles se réunissent, moi j'y étais à New York il y a quelques semaines, pour essayer de faire passer le message. Mais le message, il est difficile. Est-ce qu'il faut changer les Nations Unies? C'est la question qui se pose. Est-ce que le Conseil de sécurité va toujours bloquer sur des réformes fondamentales? Là, je vois sur les drogues, le problème est mal emmanché. Il y a un consensus parmi les ONG. Il y a un frein parmi un certain nombre d'États, je ne les citerai pas, mais enfin c'est évident. Et je pense qu'il y a là probablement un travail à faire pour que ça évolue plus vite et avec plus de force. Le GIEC
La COP21 sont un exemple, c'est-à-dire qu'effectivement les choses ont été assez vite. Alors est-ce qu'elles vont marcher dans le temps? Ça, c'est une autre question qu'il faut se poser. Merci. Il y a d'autres là, interventions, questions? Monsieur. C'est pas pour jeter un pavé dans la mare, mais moi je vais parler en tant qu'Américain. Il y a des élections au mois de novembre, le 8 novembre, et il y a une forte possibilité qu'un candidat républicain sortirait. Et quand j'entends tous les vœux, et je ne peux pas ne pas partager les vœux de tous les speakers, de tous les panels, à commencer par l'ancien Premier ministre, je ne peux que dire « Ah, j'espère, Inch'Allah ». Mais qu'est-ce qu'on fait puisqu'il y a une capacité de nuisance? Est-ce que si un républicain est élu à la présidence, il va pouvoir tout bloquer? Non. Non, mais regardez ce qui s'est passé avec Kyoto. Ce n'était pas seulement les États-Unis, mais les États-Unis ont réussi à bloquer avec d'autres pays, mais bloquer jusqu'à finalement l'arrivée du passé Copenhague et jusqu'à Paris. C'est tout simplement pour signaler la capacité de nuisance. C'est pas pour prendre peur de ça, mais ça peut bousiller pas mal de choses si le mauvais président est élu le 8 novembre. Hein? Inch'Allah. Je voudrais juste quand même souligner une petite peut-être contradiction, ça peut être un espoir. C'est qu'on ne peut pas en même temps dire qu'il y a effondrement des hiérarchies traditionnelles et penser que si arrive au pouvoir, alors sauf si c'est une dictature, parce que je ne pense pas compatible quand même avec l'histoire américaine, je pense qu'il ne faut pas surestimer non plus le pouvoir d'un exécutif fût-il, parce qu'à un moment on a parlé de l'interdiction d'Internet, etc. Je veux dire, même les Chinois ont du mal à empêcher Internet de fonctionner. Donc je crois qu'on ne peut pas à la fois, quand il y a source d'espoir dans toute cette mise en réseau des citoyens à l'échelle mondiale, parce qu'il y a des intermédiations, c'est de dire, voilà, il y a espoir. Je pense que le pouvoir aujourd'hui, y compris du président des États-Unis et y compris de nuisance, n'est pas aussi fort que cela. On n'en est probablement plus là parce que les opinions publiques aujourd'hui mondiales sont en réseau, sont connectées. Ouais. Et même si la capacité d'influence des pouvoirs est de plus en plus outillée, la capacité de contre-influence des contre-pouvoirs est elle aussi de plus en plus outillée. Et c'est l'équilibre qu'il faut regarder. Voilà. Donc ce n'est pas un message d'espoir. Moi aussi j'ai la trouille. Hein. Mais en même temps, je me dis, et en Europe, on n'est pas, vous savez, on n'est pas non plus complètement protégé de cette affaire. Non, voilà. Donc il peut y avoir aussi des espoirs. Il faut faire émerger aussi, et elle émerge en ce moment, ce que j'appelle une cyberdémocratie aujourd'hui, qui est en train d'émerger doucement. Non, je partage entièrement votre avis. Et bon, moi, j'ai contribué ce que j'ai pu, puisque je vote en Floride et le primaire. Ouais. Mais parce que Bernie ne serait pas mieux que Donald. Enfin, on a un problème de plus en plus avec les élections, hein. C'est assez significatif. Hein. Il y a une qui vient avant les élections américaines, qui est l'élection du nouveau secrétaire général des Nations Unies. Et là aussi, quel malaise et quelle difficulté, etc. etc. Bon, Mireille. Malheureusement, il y a des critères qui s'imposent dans ce choix, entre autres, absurde, par le oui. gouvernement américain, qui cherche à imposer. Oui, pour répondre quand même aussi sous un angle juridique à la question, il y a potentiellement sur le plan juridique la possibilité de poursuivre
Oui, mais c'est parce que je voulais m'adresser à celui auquel je réponds plus particulièrement. Je veux dire, il y a sur le plan juridique potentiellement un système qui permet de mettre en cause la responsabilité d'un chef d'État pour des crimes graves. Et pour le moment, ça marche très peu, très mal. C'est la Cour pénale internationale. Mais il ne faut pas non plus l'exclure. Non, mais je sais bien sûr qu'elle ne marche pas aux États-Unis et elle marche difficilement ailleurs. Elle marche en Afrique pour l'instant, on le sait. Mais à terme, il y a tout de même un mécanisme qui peut se mettre en place, d'autant qu'en matière d'environnement, il y a les propositions qui circulent à l'heure actuelle de créer en symétrie du génocide un crime d'écocide. Donc, il ne faut pas oublier que le mécanisme lui-même est quand même assez novateur, puisqu'on peut poursuivre, pour les pays qui dépendent de la compétence de la Cour pénale internationale, on peut poursuivre un chef d'État en exercice pour crimes graves. Et il y a eu un certain nombre de chefs d'État déjà jugés et condamnés. Donc, à terme, il y a peut-être une réponse. Mais je sais que ça peut paraître tout à fait angélique de dire ça au stade actuel. Mais il y a d'autres choses qui paraissaient angéliques et qui finalement ont modifié la situation. Donc voilà, à plus long terme, il y a une réponse juridique supranationale. Non, et le simple fait que certains anciens présidents ne peuvent pas voyager dans tous les pays du monde par peur de... Parce qu'il y a un mandat d'arrêt international qui est lancé contre eux. Oui, merci. Je voulais juste commenter sur le dernier point, parce que l'exemple des États-Unis est intéressant dans la mesure où on a vu une évolution sensible depuis Kyoto. Ce qui se passe, c'est que d'une part, l'accord de Paris, la formulation est telle que la formulation a été développée de manière très spécifique pour qu'il n'y ait pas besoin de l'accord du Congrès. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même relativement important. L'autre aspect, c'est qu'on a vu que des initiatives sont développées, soit dans des États, je pense à la Californie ou d'autres, soit dans des choses comme la ville de New York, où des initiatives ont été prises. C'est pas rien, New York ou la Californie en termes économiques. Donc je pense que les choses, même de ce côté-là, sont très différentes de ce qu'elles étaient au moment de Kyoto. L'autre aspect qui a fait changer les mentalités aux États-Unis, au moins de manière temporaire, ça a été un certain nombre de catastrophes. Je pense à Katrina, je pense à Sandy, et au point même que pour Sandy, Sandy c'est presque le contre-exemple, c'est-à-dire qu'après Sandy, Sandy était relié au changement climatique, alors qu'en fait que nous, scientifiques, nous ne pouvons pas dire que Sandy était provoqué par le changement climatique. Tout ce que vous pouvez dire, c'est qu'à l'avenir, il y aura plus de Sandy, et c'est inéluctable. Et donc là, on voit que maintenant, grâce au progrès en particulier de l'attribution, le contexte est très différent. On a vu ce qui s'est passé pour des choses dans un certain nombre de pays où des gouvernements, 10 ans, 20 ans après, les gens qui étaient au pouvoir font face à des questions. Vous saviez, vous n'avez pas pris la bonne décision. Et là, on aura la même situation dans 20 ans ou dans 30 ans. Il y aura une catastrophe majeure aux États-Unis et les gens qui sont au pouvoir maintenant devront faire face à cette question. Vous saviez et vous n'avez pas pris les bonnes décisions. Et c'est quelque chose qui se développe, pas simplement aux États-Unis, hein, dans beaucoup de pays, dans le domaine médical, dans le domaine, on l'a vu, dans toutes sortes de domaines. Donc, je crois que les mentalités sont en train de changer. Je crois que quel que soit le prochain président des États-Unis, la tendance vers le fait qu'un certain nombre d'États, de grandes cités vont avoir envie de faire quelque chose, cette tendance va s'accentuer. Donc, ça me rend raisonnablement optimiste. Merci. On va... Oui, Jean Fabre. Il va y avoir peut-être un mot de fin rapide, tel que prévu par M. Toubon et M. Locard. Un petit mot de conclusion, juste après. Je voudrais d'abord vraiment remercier les divers intervenants parce que vous nous avez apporté beaucoup d'oxygène. C'est bien, on est monté dans les sommets suisses, là. Mais j'ai une question que je voudrais vous poser parce que
à travers toutes ces réflexions, où est-ce que vous situez les structures onusiennes, pas seulement vous, M. Millet, mais l'ensemble des intervenants, parce qu'on a quand même le sentiment qu'elles ont été très largement, dans certains processus récents, mises de côté. Même quand il y a une chose aussi extraordinaire dans laquelle il y a une intensité d'investissement du gouvernement français pour faire réussir la COP21, on sait aussi que pendant le même temps, les républicains majoritaires dans la structure parlementaire américaine étaient en train de savonner la planche du président qui, lui, voulait certaines choses, d'où le compromis que M. Jarraud vient de nous signaler. Mais ce n'est pas seulement ça. On voit aussi comment même un candidat à la présidence américaine, Marco Rubio, pour ne pas le nommer, dit déjà les décisions qui sont prises là sont contraires à nos intérêts économiques. Donc si moi je suis président, je n'en tiendrai pas compte. Alors c'est-à-dire que les Katrina, les Sandy, etc., ils les ignorent par anticipation. Mais on a ignoré aussi les Nations Unies à travers certaines décisions ou certaines attentions qui étaient portées sur le G8, sur le G20. C'est des façons de contourner sur l'OTAN. Les interventions militaires dans des questions très graves sont prises sans aucun accord qui a été, sans aucune ratification, sans aucun mandat onusien, donc de la communauté internationale. C'est-à-dire on passe sans arrêt à côté. Alors, dans vos réflexions sur la nouvelle gouvernance, comment est-ce que vous voyez cette interaction avec le système onusien ou cette restructuration? Parce qu'elle n'est pas simple. On ne va pas avoir des gens qui vont céder du pouvoir qu'ils ont aujourd'hui quand ils sont au Conseil de sécurité, comme ça, arbitrairement. Donc comment est-ce que vous voyez ces choses-là dans le collégium? Ça, c'est des réflexions à long terme sur lesquelles on travaille. Mais moi, de mon expérience, je veux dire que c'est le fait qu'on ait cassé les logiques de coordination et de coopération dans les années 80 pour s'en remettre à la seule autorégulation par des multinationales, qu'on se trouve aujourd'hui confronté à la fois avec parfois un aspect positif qui est la réduction de l'extrême pauvreté dans certains pays, mais avec une croissance des inégalités formidables dans les pays occidentaux qui, politiquement, je reviens à et ça touche tout le monde, y compris aux États-Unis. La montée de Trump, la montée de Bernie Sanders, elles sont liées à ce développement extraordinaire des inégalités, lié au fait qu'il y a eu une transition économique, je ne parle pas de la transition numérique, qui s'est traduite d'une manière fulgurante en termes de désindustrialisation, précarisation, développement des inégalités, qui font que les populations réagissent. Et si elles veulent réagir et demain trouver une solution, ce n'est pas simplement dans leur pays qu'elles vont trouver la solution, ni en Europe, ni aux États-Unis. C'est dans une logique où on va se dire comment remettre de la coopération, et c'est ce message qu'il faut faire passer, de manière à ce que le développement qui doit se faire dans tous les pays se fasse dans le Sud, mais sans se traduire par des déstabilisations énormes dans le Nord. Donc seule une coopération peut le faire. Alors, quelles instances? C'est-à-dire qu'on y revient, on a dépossédé les Nations Unies, et on s'est dit d'un côté que l'autorégulation, on pouvait être dans l'entre-soi au forum de Davos ou ailleurs, ou alors uniquement entre États, on se met qu'entre grands, et nous on va montrer à la voix, ça a été le G5, puis le G6, puis le G7, puis le G8, puis le G12, et maintenant le G20, n'aboutissent à aucune solution, aucune capacité de produire des résultats qui soient concrets et une logique qui n'est ni légitime ni inclusive au regard du fait d'emmener tout le monde. La COP21 a emmené tout le monde, hein, y compris, on voit bien, les petits pays insulaires ont pu faire valoir et défendre leur point de vue. Ce n'est pas dans le G20 que les petits États ou les populations ou dans chacun des pays, les diverses couches qui sont impactées peuvent faire entendre leur voix. Donc il faut retrouver un lieu. Et pour l'heure, je veux dire qu'il y a... je suis en train de préparer des trucs en disant les Nations Unies, ce sont des ambitions démesurées
de départ, mais en même temps, c'est une existence incontournable. Comment on fait pour reconstruire à partir de ce schéma, en mobilisant naturellement la société civile, en mobilisant les entreprises. Et là, c'est la question que vous posez, on peut dire oui, il y a Global Compact. À la fois, je dis c'est une bonne chose, c'était fait moi, pendant que j'étais auprès de Kofi Annan, et c'était une bonne logique. Il ne faut jamais être dupe dans le même temps. Ça a été la volonté de certains chefs d'entreprise qui avaient une conscience personnelle. Dans le même temps, c'est une pression phénoménale liées aux négociations qui ont eu lieu dans le cadre du GATT, Uruguayan ou autres, qui se sont dit et se sont traduits par des désindustrialisations. Le sentiment de tous les syndicats ou les employés dans les pays développés qui voyaient partir la désindustrialisation, qui avait une concurrence tout à fait inégale. Conjonction avec la société civile, c'est que cette concurrence inégale se faisait avec des formes d'esclavagisme dans les pays du Sud, et une autre conjonction avec les intérêts des environnementalistes qui sont dit on est en train, là encore, sur le plan de la déforestation ou de l'épuisement des ressources, de développer un système qui devient impossible. Donc Global Compact a été un moyen non seulement de dire il y a une responsabilité sociale d'entreprise et nous, chefs d'entreprise, nous y allons, ça a été une pression qui a été exercée aussi par la société civile et quelque part par rapport à la réponse du consommateur ou la réponse du citoyen, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se reconstruise une image éthique. Et aujourd'hui, dans Global Compact, au-delà des aspects positifs, on est dans une logique d'autorégulation où on fait son rapport annuel pour essayer de se dire je vais pouvoir me présenter devant les opinions publiques et devant le consommateur comme étant, etc. Est-ce que c'est toujours la réalité ? Ce qui s'est passé au Bangladesh il y a 2 ou 3 ans peut laisser à l'occasion place au doute. Mais dans le même temps, je veux dire que c'est un mouvement qu'il faut suivre avec l'idée qu'on ne peut pas s'en remettre simplement à l'autorégulation. Il faut qu'il y ait un devoir de transparence et une capacité à avoir des lieux où on surveille, on contrôle et où on impulse. Pour l'heure, de mon point de vue, la seule organisation inclusive, universelle, où chacun a sa possibilité, avec tous les problèmes que ça a pu poser sur le plan bureaucratique de l'organisation, parfois théoriquement hors de la réalité, de la constitution de groupes de circonstances. Et le groupe des 77 était un groupe manipulé par certains d'entre eux qui essayaient soit de paralyser un certain nombre de choses, soit de pousser à l'excès un certain nombre de théories. Il y a là aussi sans doute à reconstruire, mais je ne vois pas d'autres lieux où ça puisse se faire. Oui, un dernier mot, Patrick Vivray, et puis Michel Rocard qui va conclure, et on va terminer après. Non, c'est simplement parce que par rapport à la question de Jean Fa, c'est un bon exemple où cette alliance civique, elle peut se nouer, et elle a déjà commencé à se nouer. Par exemple, il y a un intérêt mutuel d'un certain nombre d'acteurs majeurs du système des Nations Unies, y compris du secrétariat général lui-même, qui ont tendance à être marginalisés par le système des États-nations, d'avoir un double phénomène de renforcement et de reconnaissance mutuelle avec les acteurs de cette société civile en train de devenir société civique mondiale. Quand je citais des exemples tels que le sommet des territoires mondiaux sur le climat à Lyon, c'en était un exemple. Toi, tu connais un exemple précis de ça, c'est le débat mondial sur de nouveaux indicateurs de richesse, où de fait, il y a eu une alliance entre le programme des Nations Unies pour le développement avec l'indicateur de développement humain, et puis des réseaux comme le Forum pour d'autres indicateurs de richesse, tout le travail pour lancer un débat mondial sur ces questions. Et donc là, il y a une capacité d'alliance et d'intérêt et de renforcement mutuelle qui évite aussi la marginalisation des Nations Unies, soit par les organisations financières, soit par le G20, etc., qui, je crois, est une bonne démonstration de cette alliance civique à construire. Un mot pour dire que dans ce sens-là de renforcement mutuel,
On peut aussi imaginer que dans le cadre de l'Alliance civique dont parle Patrick, on réactive certains dispositifs des Nations Unies en les décloisonnant. Par exemple, en utilisant davantage le dispositif droits de l'homme pour l'appliquer aux entreprises. On a commencé à le faire avec le projet de principe directeur en matière de droits de l'homme à l'intention des entreprises transnationales, de mise en cause de la responsabilité des entreprises en matière de droits de l'homme. Donc il faut aussi décloisonner les différents secteurs qui relèvent des Nations Unies, les faire travailler davantage en réseau eux-mêmes. Et là, je pense que l'Alliance civique peut jouer un rôle. Donc on peut revivifier tout ce qui existe déjà, en évitant cette espèce de cloisonnement qui est mortifère en fait. Oui, quelques mots de ma part pour faire la liaison avec mon pessimisme des débuts. Je continue à être toujours un peu hésitant et inquiet. Et à ce moment de la conversation, compte tenu des questions que vous avez posées, mon impression à moi, c'est que l'ennemi est la naïveté euphorique. Je ne crois pas que le progrès des idées soit un progrès non violent. Les idées, ça cogne. Et je suis à peu près sûr que nous allons... Alors, qui est nous? Il naît une espèce de petite bourgeoisie internationale des Nations Unies qui pense... Qu'est-ce qu'on fait ici? Mais on est quelques dizaines de millions quand même. Il y en a plein la Chine qui sont tous internautes. Et ce public-là va avoir besoin de nommer l'ennemi. Car des forces seront hostiles à tout ce qui bouge ici, tout ce qui monte dans tous les coins, sous deux typologies. La première typologie, je la qualifierais de l'individualisme. Que l'on parle ici de la philosophie anti-étatique ici ou là, ou en économie, de ce 14 prix Nobel d'économie étaient Milton Friedman, était mondialiste. Tout ça est un individualisme. Tout ce corps de pensée pense que la recherche de l'intérêt personnel doit être prioritaire sur l'intérêt collectif. Notre combat est d'abord celui d'affirmer que l'humanité commence par avoir des intérêts collectifs qui sont généraux et qu'il faut pouvoir imposer, et quelquefois on va se battre. Derrière, il y a des guerres. On n'a pas le droit de les fuir toutes. Et en tout cas, je tiens la naïveté pour l'ennemi. Je pense que la pensée monétariste, dans ses fondements et dans ses considérants, a quelque chose de criminel. Dans la négation profonde, totale, répétitive de toute idée, par exemple, de bien commun. Mais c'est suicidaire. Et d'ailleurs, un de nos éléments de réponse stratégique, monsieur, cette réponse stratégique, c'est le fait d'aller vamper le judiciaire, d'attirer le judiciaire vers les valeurs et les concepts qui nous progressons plus vite à faire avaler là où il n'y a pas de menace à la clé. Mais plus on signe des engagements, à commencer par celui d'émettre moins de gaz à effet de serre, plus on signe des documents qui peuvent avoir à être confirmés ou infirmés ou dont le non-respect soit sanctionné en justice. Donc commençons par l'individualisme. Mais j'ai envie de dire la même chose du concept de souveraineté. On est gentil, tous, on est très polis, etc. Bon, c'est vrai. Mais j'ai quand même fait mon métier de politique 60 ans. Dans un pays délicieux, charmant, j'adore la France, etc., mais qui est très arrogant en matière de souveraineté. L'arrogance de souveraineté, ça sent mauvais. On a beaucoup tué en Algérie à ce sujet. Alors il est convenable maintenant de ne plus dire des choses comme ça. C'est la politesse internationale
qui nous amène à dire qu'il ne faut jamais rien demander de contraignant. Il faudra affronter. Et je vais vous dire très vite une vision séculaire. Je crois que la mutation fulgurante, largement décrite par Pierre au long de cette matinée, complétée d'Internet, tout le truc, gagneront la démocratie en Chine. Je crois que les internautes aussi, les démocrates gagneront en Russie. Je ne crois plus que des démocrates puissent gagner contre moral majority. Pardonnez-moi. Je crois que le corps collectif de valeurs personnalisées, ce modèle américain qui est dans l'illimité, celui du territoire, celui de la richesse, celui de la force, avec la foi, avec d'abord un axiome de quiconque touche à la politique aux États-Unis, c'est de jamais nulle part accepter une loi qui ne soit pas faite par les États-Unis eux-mêmes. Et si longtemps que vous partez ça, je suis complètement désolé, mais il va falloir s'expliquer. Ce problème doit être posé maintenant. Il faut aller jusqu'au bout des conflits. La nocivité du concept de souveraineté doit être ouverte. Parce que ce n'est pas une transformation gentille, ce n'est pas une dérivation amicale que de passer de la souveraineté solitaire, donctueuse, à la souveraineté solidaire. Ce passage suppose la victoire contre les valeurs individualistes, la dominante de l'individu. Alors, un beau jour, un gars qui voulait ma peau politique m'a baptisé Rocard, c'est le chef de la gauche américaine en France. Et tout ça parce que certaines façons de se battre, être solidarité dans la liberté. Le totalitarisme soviétique, j'étais sans aucune espèce de faiblesse tout au long, peut-être moins que d'autres intellectuels français. Il y a une histoire intellectuelle cruelle de nos rapports des intellectuels avec la brutalité. On a le droit d'être intransigeant maintenant. Mais maintenant, le pays dangereux, c'est le vôtre. Mais vous avez besoin d'une vraie solidarité mondiale. Et cette solidarité n'est pas dans l'implicite, ou dans l'éverveillement devant la gentillesse, ou l'efficacité d'une invention, d'une trouvaille, d'une façon de faire travailler les gens. Il y a un combat, il y a des ennemis, il faut les détruire. Pardon. On n'en sortit pas. On n'est pas dans un club de... Bon, merci. Là, on est obligé de terminer. Et fini.